Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de débrief vlog, je sais pas comment je l'appelle, je vais mettre ça dans vlog de toute façon, puisque, eh bien, vous l'avez compris, l'univers politique m'intéresse, et donc, depuis quelques jours, là, j'avais fait des décryptages, ou en tout cas des avis, juste, c'est mes avis, c'est mes réflexions personnelles, ça n'engage que moi, sur ces passages politiques que l'on est en train de vivre, puisque là on était sur des sortes d'élections de mi-mandat présidentiel. Et tout d'abord, j'espère que vous vous portez pour le mieux, malgré la conjoncture, malgré la pitrerie ambiante dans laquelle on est. Et puis, nous sommes le lundi 10 juin 2024, c'est le lendemain, entre parenthèses, de cuite, avec une grosse barre, une grosse gueule de bois, lendemain donc des élections européennes qui avaient commencé le 6, et en France on avait voté le 9, donc c'était dimanche. Alors j'ai pas mal de choses à dire, j'espère que ce sera pas trop long. J'ai juste créé une petite fiche avec les numéros pour pas me tromper au niveau au niveau de mon plan. J'essaie de créer voilà, une sorte de trame intellectuelle quand même. On va commencer par, en première partie, pour juste faire clair, comme ça vous allez pouvoir avancer si ça vous intéresse pas. Je vais exposer les faits tels qu'ils sont apparus dans la soirée du 9, c'est-à-dire au niveau du décompte français et ensuite du décompte européen, et ensuite au niveau des pourcentages et aussi des voix finalement pour qui les gens ont voté, surtout dans notre pays, la France. Alors j'ai pas les détails en fait par département ou par Drôme. J'ai juste l'intégralité, comme ça de toute façon on va pas rentrer dans les détails. Au niveau je dirais des pourcentages précis. J'avais lu hier vers 23h minuit des choses intéressantes dont je vous parlerai, je les ai pas notées là mais je les ai encore en tête. Et ensuite dans une seconde partie, on parlera du constat de ce que prétendait le libre penseur M. Salim Laïbi. J'aurais dû, je pense, l'écouter depuis 15 ou 17 ans, puisque finalement tout ce qu'il a expliqué s'avère être vrai, une fois de plus. Une fois de plus. Alors il n'est pas vrai sur tout, hein, moi je le rejoins pas sur pas mal de choses, notamment les choses un peu traditionnalistes, mais par contre sur le fait politique pur et dur, je crois qu'il a une analyse béton. Et puis en toute dernière partie, pour ceux que ça intéresse, eh bien, je parlerai du candidat que j'ai soutenu et que je soutiendrai toujours, encore et toujours, sauf si un jour il trahit sa charte fondatrice, ou qu'il fait alliance avec des gens qu'il ne faut pas, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, puisque donc là je parlerai un petit peu de l'UPR à la fin. Ce que je rappelle, hein, pour ceux qui ne seraient pas convaincus de cela, parce que même si c'est dit, redit, 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 réécrit, etc., l'UPR est juste une clé, ce n'est pas un parti fondamentaliste et idéologiste, c'est juste une clé pour débloquer finalement un système qui est corrompu et dans lequel on est, qui est l'Union Européenne. Une fois qu'on est parti de tout ça, ensuite les Français décident de leur sort. Avec du coup des vraies politiques différentes, que vous soyez de droite, d'extrême droite, ou de gauche, d'extrême gauche. Voilà. Donc ça sera en troisième partie. Donc on va commencer avec cette première partie. Et puis voilà. On va essayer au fur et à mesure des données chiffrées que je donne, vous me reprendrez en commentaire si vous voulez, hein, si je me suis trompé. Essayez de constater un peu ce qui s'est passé. Alors moi j'ai suivi la soirée électorale en commençant par essayer de me pointer dans ma mairie, où déjà l'après-midi, la maire de là où j'allais voter, dans mon village, m'a dit « Non, mais c'est bon, en fait, moi j'avais proposé pour le dépouillement de l'aide. Non, c'est bon, il y a des gens qui se sont inscrits déjà, on est tout le monde, on est complet, on est complet, on est complet. » Alors ça, vous voyez, je vais commencer déjà à parler de ça avant c'est encore désolé pour mon préambule. Il y a un sérieux problème. Donc je me suis dit, est-ce que je peux aller au moins regarder, constater, on est en démocratie, logiquement. J'ai le droit de me pointer. À 20h ou 21h, il n'y avait pas un chat. Alors, j'ai calculé à peu près 3600 personnes, 3500 personnes. On est à peu près à 70%, 80% qui doivent voter. Donc 80% qui doivent voter, ça doit faire aux alentours de 2500 personnes. Je suis pas très fort en maths, mais à peu près comme ça. On l'a vu cette année en 2024, un pourcentage d'abstention d'environ 49% ou 48%, on a à peu près 50, 52%, il y a un poil plus de gens qui se sont déplacés voter, je crois on a gagné 2% au niveau des participations par rapport à 2019.
Donc on doit être aux alentours de, allez, grand maximum 1700 votants dans mon village. Donc s'ils arrêtent à 18h et qu'ils comptent compter ensuite jusqu'à 21h, s'ils sont une dizaine, très sincèrement, ça va vite 1700, hein. Ça va très très vite. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai loupé le coche? Est-ce que c'était fermé parce qu'ils avaient déjà fini? Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de transparence, il y a une certaine opacité, on a l'impression qu'on nous repousse. De toute façon, les villages, c'est encore pire que les villes, hein. C'est des espèces de petites mafias, vous savez, ils sont entre eux, le machin qui est le fils du cousin du truc, du voisin de machin. C'est horrible, 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 horrible. Je supporte pas ça. Après, je dis ça pour mon cas, mais ça, si j'étais dans un autre pays et que ça serait la même chose, je dirais exactement la même chose. Donc là, c'est pas consubstantiel au pays France, quoi. Alors, ce qui se passe, on va commencer déjà par les résultats que vous connaissez, puisque vous les avez constatés comme moi. Et il faut que je me retienne de pas trop parler pour la seconde partie, on parlera du constat et de ce que disait l'IB depuis près de 20 ans maintenant sur Internet. Je vais commencer quand même par ça, parce que sinon vous n'allez pas comprendre comment je fonctionne. La classe politico-médiatique, c'est pas deux mondes. C'est en fait, en réalité, c'est au final la même chose. Les lobbyistes, les engences qui se calent comme ça, comme des espèces de punaises de lit, entre la poutre du bois et votre peau, là c'est un peu entre le média et vous, c'est les journalistes, quoi. Donc c'est les gens qui ont le pouvoir, parce qu'ils sont dictés par, vous savez bien, hein, par des multimilliardaires, qui font en fait l'information dans ce pays. Donc déjà, il faut que je me rende dans le crâne que consubstantiellement à ce système-là, c'est déjà foireux, déjà, pour commencer. À savoir que, moi d'ailleurs je l'avais dit, hein, pour Bardella et la liste RN, ils nous ont refait le coup du jeune et dynamique. C'est-à-dire que ça fait 6 mois, 1 an, surtout 6 mois, que comme on connaît les têtes de liste, il y a la scène politico-médiatique et surtout au niveau du bras armé qui sont les médias de télé, notamment, ou de presse, qui ont donné, mais alors, des quantités astronomiques d'interviews, d'invitations, de tribunes pour tous ces gens-là. Et d'ailleurs, comme l'avait précisé François Asselineau de l'UPR dans la lettre ouverte qu'il a fait à l'OSCE, donc le comité en fait qui constate des irrégularités, si vous voulez, dans les votes, sont des personnes que vous pouvez mandater, qui viennent de l'organisation, je ne sais plus où est-ce qu'elle est basée, peut-être à Genève, vous les envoyez en fait dans les pays, ils regardent s'il y a des anomalies au niveau du vote, tout simplement, pour voir si le scrutin il est légal. Eh bien, comme la lettre, au niveau de la page numéro 2 de François Asselineau, qui était très 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 instructive comme d'habitude, expliquait que aux alentours du 15 mai, il a fait le décompte du nombre de temps de parole qui ont été donnés à des candidats, et qu'on arrête de nous parler d'équité du temps de parole, tout ça, ça ne veut rien dire, parce que l'équité, ça voudrait dire justement plutôt qu'on ramène à un niveau standard tout le monde qui serait déséquilibré pour avoir le même temps de parole. Donc là, on essaye de travestir encore une fois le langage. Eh bien, sur les 12-13 candidats, on va dire, principaux, pour ne pas dire grands candidats, qui serait une insulte, ceux qui ont en tout cas créé un appareil politique, etc., qui ont des moyens un petit peu, c'est-à-dire un peu d'argent, des moyens de propagande, eh bien quand Asselineau fait des centaines de milliers, comme Philippot d'ailleurs, hein, comme Florent Philippot, ou même des millions de vues sur Internet, avec des centaines de milliers de pouces vers le haut, etc., c'est vraiment le meilleur des indicateurs. C'est pas des sondages par Ipsos et par IFOP qui sont des indicateurs, c'est ces choses-là qui sont des vrais indicateurs. Eh bien, une fois de plus, ça ne se traduit pas dans les urnes. Pourquoi ? Parce que comme l'a montré François Asselineau, quand vous donnez à Valérie Ayé 16 heures de temps de parole depuis janvier 2024 jusqu'à mi-mai, ou quand vous donnez à Jordan Bardella 14 heures ou 17 heures, je sais plus, enfin, c'est un nombre d'heures incalculable, et que vous donnez à côté de ça à François Asselineau 1 heure et 1 minute, en tout, sur 6 mois, c'est-à-dire qu'il vient sur un plateau, il est venu sur 5 ou 6 ou 7 ou 8 plateaux, et on lui a proposé de parler 8 minutes en tout, à chaque fois. Mais comment voulez-vous expliquer les choses aux gens ? Donc déjà, le sujet est faussé depuis le début. Donc j'ai du mal à comprendre, comme je suis un peu ingénu, je suis un peu candide, moi, j'ai du mal à comprendre que il faut arrêter d'être idéaliste sur ça. Il y a des choses qui ne pourront jamais fonctionner
Pourtant, derrière, au fond de moi, je le savais, mais je me suis dit, il faut continuer, il faut œuvrer quand même pour essayer de rééquilibrer la balance, mais vous n'avez pas la force de ça. Personne. Que ce soit vous, les reconquêtes, que ce soit vous, les communistes des Fontaines, Roussel, que ce soit vous, ce que vous voulez, tous les partis que vous pouvez soutenir. La France se fout de votre gueule, littéralement. Donc, de par ce biais-là, il se fout de la nôtre, finalement. Puisque les candidats ne partent pas à armes égales. C'est comme si vous aviez une arène, vous savez, de gladiateurs, et vous mettez un mec nu à l'intérieur avec un bâton de bois, et ensuite vous envoyez des gens avec des masses contendantes, des épées, des trucs, pourquoi pas un flingue aussi. C'est kiff-kiff bourricot. Kiff-kiff bourricot. C'est-à-dire vous les mettez là, et ensuite vous laissez le truc faire, et vous dites, oui, les Français, bravo, la participation. S'il y avait eu plus de participation, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. S'il y avait eu moins de participation, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Donc on va commenter un peu tout ça, puis on finira par le constat de l'AIB en deuxième partie, et ce que je pense avec l'UPR et Asselineau en troisième partie. Alors, on est sur une véritable gabegie. Il y a beaucoup de personnes assez honnêtes finalement en politique, contrairement à ce qu'on peut penser. Et ça a été beaucoup de sacrifices pour certaines personnes et beaucoup de gains. En fait, on pourrait lancer, vous savez, une roulette de loto, ce serait encore moins efficace que l'appareil médiatique. C'est-à-dire que eux, ils savent qui va passer. Voilà. Donc on peut rarement finalement combattre à armes égales. Alors le RN, effectivement, gagne 12 places en ayant 30 places maintenant au sein de l'identité et territoire. Je crois que c'est ça, hein, oui. Ensuite, on a, à moins que ce soit... Non, c'est ça, oui, je crois que c'est ça. Ensuite, on a besoin d'Europe. Alors ça, c'est Valérie Hayet, 13. Réveiller l'Europe, Glucksmann, 13. Donc place publique, PS et compagnie. Je donne le nombre je donne le nombre de voix, là. Enfin, de sièges, pardon. LFI, donc la France Insoumise, avec Manon Aubry, 9. Ils ont gagné 4 places. Les Républicains, malheureusement, j'attendais que c'est une débâcle, parce que déjà, avec Pécresse à 4 et quelques aux dernières présidentielles, je pensais que ça allait se casser la gueule. Mais non, 6. Il y a quand même 6 sièges. Les gens ont jugé. Je ne savais même pas qu'il y avait encore des personnes qui allaient mettre un bulletin pour ce parti. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils se font faux bons entre eux. Il y en a un qui pense truc, l'autre qui pense l'inverse. Il n'y a aucune cohérence. Ils ont trahi la France. C'est horrible. Un jour, ils font alliance avec Macron. L'autre jour, c'est les RN. Enfin, on comprend rien. C'est horrible. Ils ont quand même perdu un siège avec ça. Ensuite, il y a les écologistes qui ont eu 5, ils ont quand même fait c'est un peu la débâcle, ils ont perdu 5 sièges. C'est vrai que Jadot avait quand même beaucoup de sièges initialement. Ensuite, il y a la France Fière, donc ça c'est Marion Maréchal qui arrive ric-rac à récupérer ses 5 sièges. Et les autres qui ont 0 siège, puisque, bah oui, parce que vous allez voir, l'identité remarquable mathématique, c'est parfait, parce que je suis mauvais en maths, mais j'arrive quand même à comprendre ça. Puisqu'ils ont fait, donc les gens, nous, on a balancé 9,7%. C'est-à-dire, moi j'ai fait partie des gens qui jugeaient que il y avait autre chose en fait de plus important. C'est 9,7% des voix. Alors déjà, tout ce que je vous ai indiqué là, les 30, 13, 13, 9, 6, 5, 5 et 0, tout ça, ça fait 81%. Alors déjà, la question qu'on peut se poser, je parlais en fait communiste hier, il disait oui, les communistes, ça fait depuis très longtemps qu'ils veulent la proportionnelle. D'accord, c'est parfait. Mais ce qu'il faudrait, coucou Claude, hein, si tu me vois, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit pas des vœux pieux à chaque fois qu'on a une élection, tout le monde dit bah alors la proportionnelle. Mais en fait, ça arrange le système qu'il n'y en ait pas, parce qu'en divisant les petites 0, les voix, vous savez, les voix subsidiaires, ils y arrivent. Donc, moi, je suis partagé entre deux choses. Soit faire un peu comme l'AIB le prétend, à savoir le boycott total de cette simulation, de ce simulacre de démocratie. Soit continuer à voter, mais dans ce cas-là, ça veut dire que nos voix sont perdues, puisque là, on est quand même 9,7% à avoir voté pour du pipi de chat, c'est-à-dire que ça donne 0 siège, sachant qu'il y a eu aussi Parti animaliste pour 2%, les communistes PCF pour 2,5%, et ensuite, je parle pas de Philippot qui a eu 1,04, Asselineau qui a eu 1,06, etc., etc. Donc tout ça, ça fait 9,7%.
Dans ces 9,7%, ça fait quand même, ça fait quand même une personne sur 10 dans cette population. C'est-à-dire qu'on est considéré comme étant sur le carreau. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour des partis qui les intéressaient ne sont absolument pas représentés. On pourrait convenir quand même que sur les 81 sièges, à quoi sert que le RN en ait 30? Est-ce que s'ils en auraient que 29, ça suffirait? Moi je pense que oui, comme ça ils donnent au moins un siège qui représente toutes les autres listes qui n'ont pas été venues. Donc les listes pour les animalistes, la liste du Frexit, les listes du Frexit, il n'y en a aucune qui a passé les 3% ni les 5%. Voilà. Mais bah, dans un simulacre de démocratie et une fausse république comme celle dans laquelle on est, une fausse république qui est en train de devenir fédéralisée en fait à l'Union européenne, bah, bien entendu qu'ils ne le feront jamais. Donc en fait, encore une fois, c'est du rêve tout ça. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà par rapport à ça? On voit qu'il y a des partis qui se sont jamais fait élire, comme celui de Zemmour qui arrive à avoir 5 sièges. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est relativement logique dans le sens où même s'ils n'ont... Eux, alors pour le coup, ils ont bridé tout le monde. Ils ont fait un peu comme de la Macron, c'est-à-dire qu'ils viennent de nulle part et le système médiatico-politique les met en avant en permanence, voilà, pour balancer leur fiel, et ils arrivent là-dessus. Avec des incohérences totales. La campagne de Maréchal, elle a été catastrophique. Hein. Moi, j'ai suivi ça de près. Je me suis dit, mais comment ça se fait que des personnes qui arrivent à ne parler que d'un seul sujet... en roue libre en fait, en rond, prétendent des choses qui ne pourront jamais changer au niveau du Parlement européen, arrivent à avoir 5 sièges. La France, et les Français surtout, me donnent des étoiles dans les yeux, hein, je vais le dire gentiment. Donc bah là, ils arrivent de nulle part, et puis ils vont rejoindre un groupe qui s'appelle le CREU, je crois, ou le EUCR, quelque chose comme ça. Ensuite, on a ELV, donc ils arrivent encore à se hisser à 5 sièges. C'est un parti qui fait partie quand même des 5 premiers parmi les 8 qui existent. Donc, et encore, il y a les autres. Donc, c'est une espèce de gloubi-boulga où tu as plein de monde à l'intérieur, on ne sait pas trop. Donc je ne sais pas s'ils auront un poids quelconque. Je pense de toute façon qu'ils sont à la solde d'intérêts lobbyisés aussi comme les autres, et je ne suis pas sûr qu'ils soient très efficaces. Les LR, bon alors ça, n'en parlons même pas, ils ont perdu un siège, donc c'est déjà une petite crotte de nez en plus qu'entre eux. On est sur 6 places. Donc eux c'est le PPE, mais de toute façon, alors moi c'est simple, je vais vous le dire. J'ai vu LCP le dimanche soir. Il y avait le François-Xavier Bellamy qui faisait une conférence de presse pour détailler le résultat. Alors lui, toute honte bue, blablabla, avec son petit air condescendant, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais vous le dire. Hein. En fait, je vais vous dire qui a gagné cette élection. Les 81 qui sont sûrs d'avoir 6000 balles par mois. Les 81 personnes ici de chez nous. Voilà. 81 personnes sur 70 millions de Français ont gagné cette élection. Ça y est, vous êtes contents? C'est sûr, hein, c'est ça. Donc il nous dit, François-Xavier Bellamy, qu'il va falloir... C'est très bien, parce qu'il va falloir maintenant une alternance. Vraiment, hein, réécoutez sa conférence de presse, il a dit ça à un moment donné. Mais bande de TROU, plus loin DE, plus loin CUL. Le mec, il est dans le plus gros parti européen sur les 720 députés. Là, ils ont 185 députés dans le PPE. Et le mec, il est capable de nous dire qu'il faut de l'alternance. Je vous dis, je n'ai pas les mots, en fait, pour détailler ce que cette personne, et tous ceux qui le suivent, d'ailleurs, ont dans le crâne. Je ne comprends pas ça, vraiment. Mais qui peut voter pour ces... Oh là là, attends, il faut que je me calme, parce que je vais dire des choses, ça va... Je vais perdre les pubs ensuite sur la vidéo. Je me calme. Mais j'en pense pas moins. Soyez-en sûrs. LFI, qui gagne... visiblement, ils gagnent 4 places. Alors, j'ai pas compris. Ils ont boudé un peu. Conférence de presse de Manon Aubry. Ils ont boudé un peu. Bon, ils ont gagné 4 places quand même. LFI, c'est un cas particulier. J'ai remarqué que dans la population française, ils se faisaient vraiment chier dessus. Ils se faisaient conspuer. Oui, c'est des machins. Ils importent les conflits palestiniens, machin. Alors moi je comprends pas pourquoi ils se sont fait conspuer, ils se saisissent de dossiers dont peu de personnes finalement ne parlent de manière intelligente et intelligible. Donc j'ai tendance à avoir quand même, malgré le fait que je déteste Mélenchon maintenant, alors que j'étais un ancien soutien il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je supporte plus ce type, bah malgré ça, j'aime beaucoup Giraud, j'aime beaucoup Bompard, j'aime beaucoup de personnalités en fait dans LLFI, je les trouve précis, ils connaissent leur dossier, etc. Donc
je comprends pas en fait la mauvaise presse qu'on fait à LFI. Là, ils arrivent en numéro 4, ils vont intégrer The Left, donc qui est à 36 sièges, donc ils perdent un siège en tout, quand même, sur le global. Donc c'est vrai que c'est relativement fragile. En fait, c'est simple, hein. PPE, Alliance Progressiste et Démocrate, qui s'appelle SND, Renew, on va les mettre dans la droite molle, voilà, parce que c'est... Ensuite, vous avez les réformistes, etc. Le CR, les identités et démocraties, qui sont donc à 58, ils ont gagné 9 voix en tout. On est sur une Europe globalement de droite, une Union européenne globalement de droite. Je pense que là, maintenant, c'est clair. Il y a 52 voix de Verts, ils ont perdu 19 en siège. Les non attribués, c'est-à-dire des personnes... type voilà, qui n'ont rejoint de groupe, ils sont 46, ils en ont perdu 16. The Left, donc les gauchistes, là, ils en ont perdu 1, et les autres 54, ça ne bouge pas a priori. Je pense que là, maintenant, c'est sûr, 185 de PPE, 132. Donc PPE a quand même gagné encore 9 places, hein, malgré le fait que Ursula von der Leyen il y a une affaire au cul là, avec, vous savez, Pfizer, etc. Renew, CR, tout ça, c'est des trucs de droite. Donc, on est sur une Europe qui se droitise. Encore une fois, comme je vous le dis, moi je sais pas que j'ai peur de prendre des positions ou autres. J'aime la gauche pour plein de choses. Par exemple, je vais vous le dire directement, comme ça vous arrêterez de me dire ça se trouve qu'elle c'est un gauchiste ou un droitard. J'aime la gauche parce que je pense que le modèle social, moi je m'y retrouve. J'aime bien le concept des impôts tant qu'ils sont équitables. J'aime bien les services publics. J'aime bien les vacances. J'aime bien la sécurité sociale. J'aime bien les aides et les allocations, que je sois travailleur ou pas d'ailleurs. J'aime bien l'esprit égalitariste. Ça, c'est ce que j'aime bien dans la gauche. D'accord? C'est clair comme ça? Maintenant, ce que j'aime bien dans la droite... alors, j'allais dire ce que j'aime pas dans la droite, c'est l'esprit de compétition, parce que oui, j'ai jamais été là-dessus, mais ce que j'aime bien dans la droite, c'est le sérieux au niveau de la politique internationale, en général, même si on n'a pas eu que des bons exemples depuis les 20 dernières années à cause de Sarko, etc. Mais surtout... certaines valeurs en fait indécrottables et puis surtout je dirais la sécurité. Moi je suis comme beaucoup d'ailleurs de mes potes de droite en constat sur des problématiques liées à la sécurité intérieure ou à nos frontières qui sont globalement dont la gauche ne se saisit jamais. Et ce poids-là, je trouve, est aussi important que tout le reste que je vous ai mentionné de la gauche. Et je trouve que la gauche a vraiment un déficit sur ces sujets-là. Donc oui, là-dessus, moi je suis plus de droite. Je veux plus de flics, je veux éventuellement qu'on refasse un mois ou 6 mois d'armée pour les gens. Et d'ailleurs, moi je m'y inscrirai volontiers, parce que même si je ne suis pas un belligérant ou un bellico, tout ce que vous voulez, comme je considère que moi je suis passé après les 95 de Chirac qui l'avait invalidé, bah, j'irai de plein gré. Mais je trouve que voilà, il y a des choses un peu de la rigueur que forcément la gauche n'impose pas, ou en tout cas ne montre pas. Donc moi je ne sais franchement, si on était hors Union Européenne et que la France pouvait maintenant voter ce qu'elle voulait dans son corpus législatif, reprendre vraiment la main sur son propre destin, très sincèrement les amis, je ne sais pas qui je voterais. Je ne sais pas. D'un côté, je serais peut-être plus pour des trucs un peu comme extrême droite, comme Bardella, etc. Parce que Bardella, il est un peu plus cool quand même sur les... Mais je pense que c'est de l'électoralisme, là. Vous savez, sur l'islamophobie, etc. Que Maréchal et Zemmour, c'est en permanence. Il n'y a que ça, c'est une maladie, en fait. Je peux pas voter pour des gens malades, ça ne marche pas. Bardella est un peu plus cool. Et de l'autre côté, j'hésiterais aussi à voter les Cocos ou LFI, parce que je trouve que... Ou même les NPA, parce que je trouve qu'il y a des choses à faire dans ce pays, au lieu de balancer des 50 milliards dans des pays étrangers qui n'ont aucune histoire commune avec la France. Pourquoi ne pas créer des hôpitaux, des écoles, des gardes d'enfants gratuites pour ceux qui n'ont pas des moyens? Enfin, il y a 1000 choses à faire que la gauche pourrait inventer pour rendre plus équitable ce monde au niveau de notre territoire. Mais que voulez-vous, elle n'est pas au pouvoir. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je ne sais pas pour qui je voterai. Je ne sais pas pour qui je voterai. Tout ce que je sais, c'est que je veux sortir de l'Union Européenne. Pour commencer. Parce que là maintenant, on a bien compris. Moi, je t'écoute, toi, qui regarde ma vidéo et qui m'as dit non, moi j'y crois plus, etc. Je te comprends. Aujourd'hui, mea culpa, je te comprends 1000 fois. Bon, moi, je voterai toujours Asselineau, encore une fois, hein, mais bon. Tant qu'il nous trahit pas. Et surtout qu'il nous apprend des choses passionnantes à chaque fois. Et qui décrotte des dossiers dont personne ne parle, etc., etc., etc.
Donc là, voilà, j'ai fini sur la première partie. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? Ma belle amie qui ment, Bardella qui ment. Bardella, comme l'avait dit Manon Aubry, je suis allé vérifier, c'est vrai, il a déposé, je crois, 57 ou 47 amendements. Lors de ces 5 dernières années, ils avaient eu le RN, je crois, 23% en 2019, aux dernières élections européennes. Ils en ont eu 32 maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a une montée très très grosse. Entre 2019 et 2024, on a eu les élections présidentielles avec les Français qui ont eu une déculottée totale, puisqu'ils voulaient faire passer Marine Le Pen. Et en fait, ils se sont une fois de plus plantés. Ou alors, il y a eu de la gruge. Ça, on en parlera en deuxième partie. Et ils ont eu de nouveau Macron. Donc là, je pense que c'est une reprise des armes, je dirais, du RN, qui a, pour le coup, qui a ce qu'il mérite. Aidé par, comme d'habitude, hein, la télé et la radio et la presse. C'est devenu de nouveau les grands méchants loups qu'il va falloir faire attention pour les prochaines présidentielles, pour ne pas qu'ils passent des présidents de la République. Et voilà. Je ne sais pas, je suis partagé, je ne sais pas si cette fois-ci c'est la bonne, c'est-à-dire que RN va réussir à remporter les élections présidentielles et diriger ce pays pour les 2027, je ne sais pas. Ou encore, une fois de plus, on va nous passer les espèces de médium UDI, gauche molle, droite molle, là, de macronistes, qui vont continuer main dans la main avec l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, et tout ça, là, les 32% de Bardella, ça n'aura servi à rien. Parce que oui, les 32% de Bardella, aujourd'hui, ne servent absolument à rien. Que les gens se le mettent dans le crâne, quand même. Hein. Moi, je l'avais déjà dit en préparant les précédentes vidéos, quand on a regardé les 38 listes. Ce mec a fait 47 ou 57 amendements. Manon Aubry, sur 5 ans, on a fait 3000. Donc vous avez des gens qui travaillent, d'accord? Vous avez des gens qui bossent. Là, en l'occurrence, c'est la gauche. J'aurais dit la même chose si ça avait été quelqu'un d'encore plus extrême droite que Bardella. Mais vous avez des gens qui bossent, qui essaient de faire partie donc, de leur groupe et de proposer des choses. Ensuite, c'est à la Commission européenne de voter des lois, etc. Eux n'ont strictement aucun pouvoir. Hein. Que les gens qui m'écoutent et qui sont pas encore eurosceptiques ou anti-euro comme moi comprennent bien la situation des choses. Ces gens ne servent absolument à rien. C'est juste une vitrine pour les prochaines élections législatives ou, on en parlera tout à l'heure, ou présidentielles pour les prochaines années dans tous les pays européens. Donc encore une fois, là j'ai entendu Bardella encore, hein, je l'ai écouté 2 fois sur sa conférence de presse. Alors il glose pas, il fait le mec sérieux, et c'est quelqu'un de, il sait vraiment bien se démerder. Hein. C'est un très très bon politicien. Est-ce qu'il arrive à mentir les yeux dans les yeux, un peu comme vous vous souvenez de cette affaire Cahuzac là avec Bourdin. Il est là, tout honte bu, il balance des trucs du genre je vais abroger nous allons abroger avec la directive des travailleurs détachés, mais ils n'ont pas le pouvoir. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire ça? C'est compliqué ça, pareil pour Aubry. Oui, on va revaloriser vous allez rien revaloriser du tout. Il n'y a rien qui est revalorisé. Encore une fois, rassurez-vous, 81 personnes, c'est eux qui ont gagné. Là, dans les 9,7, nous, on a perdu. Voilà. 10% de la population française, ça fait une personne sur 10 qui n'est pas écoutée dans ce pays. Je suis en train de... Ouais, je parlais à Lars dans une vidéo politique, là, un vlog politique que j'avais fait récemment, le coucou Lars, le poteau, qui me disait, ouais, c'est quoi la définition pour toi d'être royaliste aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est bizarre, vous avez... Je parlais des royalistes, je disais, finalement, moi, il y a un jour où je pense que je vais aller prendre mes clics et mes claques, je vais me tailler dans un pays où il y a une royauté, quelque chose, un roi, tu sais, qui met tout le monde à la même égalité, à part sa famille, qui va promouvoir dans les ministres, etc. Parce qu'au moins, là, tout est dit. Si vous voulez, vous cherchez pas, vous jouez pas. Vous jouez pas. Au moins, les cartes sont sur table, d'accord? Là, ce qu'ils sont en train de nous pondre, là, d'année en année... Mais vraiment, moi, quand je suis allé en mairie, puis vous avez... En plus, j'étais seul. Alors, je prends mes bulletins, je fais bien évidemment l'attention de ne pas prendre celui de Bellamy ni de Hayé, parce que c'est pas possible, ces gens-là, ça me repousse. Voilà. Et je voyais quand même les 2 assesseurs et puis ma mère, qui MAIRE, hein, qui regardaient un peu les... Ils étaient en silence, ils regardaient un peu ce que je prenais comme bulletin. Quand on est jeune, on nous fait la promotion de la démocratie. C'est valable, parce qu'on est dans un pays qui dépense des ronds pour nous, ça vient pas de nulle part.
il nous éduque à être dans un modèle. Je peux l'accepter, c'est comme ça. À partir de la 4e, 3e, moi je crois que j'ai fait partie d'une des premières générations où on avait eu les cours d'éducation civique et sociale. Je me rappellerai, vous me direz pour vous, hein, si vous avez à peu près mon âge, j'ai 39, c'était vers 97, quelque chose comme ça, 98. Je me rappellerai toujours que notre prof de géo, je crois, ou d'histoire, qui gérait en fait cette heure-là dans la semaine, faisait une promotion, mais alors, de la communauté économique européenne, de Schengen et de l'Union européenne qui était en train de se créer. Il nous faisait une publicité, oui, bientôt on aura une armée européenne, et ce sera le bisounours, et il n'y aura plus de guerre en Europe, et les gens, en fait, n'auront plus à aller dans les restos du cœur et tout. Enfin, c'était vraiment le monde des bisounours, le paradis, quoi. Depuis 99 ou 2002, je sais plus exactement, les pays qui faisaient partie de l'Europe et ceux qui en font partie aujourd'hui, parce qu'il y a eu des ajouts, on était parti à 9% des populations européennes qui étaient sous le seuil de pauvreté, on est arrivé à 22% aujourd'hui. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et depuis 40 ans, on a des Lacroix ou je ne sais qui, là, qui viennent nous dire « Oui, mais vous êtes des défaitistes, vous êtes des couards, ce qu'il nous faut, c'est renforcer l'Europe, changer l'Europe. » Quand est-ce que vous allez comprendre que tout ça, c'est du pipi de chat? Mon Dieu, j'ai hâte de partir de ce pays. Vous savez, je suis un chaussonneux, moi. Moi, je suis chez moi, tranquille, qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse crever en paix. Je n'ai jamais voulu bouger, j'ai peur d'abandonner mes affaires, je suis quelqu'un de très matérialiste, j'aime mes petits chaussons. Je n'ai jamais eu autant envie de me barrer de ce pays, notamment à cause des voisins exécrables que j'ai dans ma cambrousse de merde, là, de QTRE, de la campagne française de merde. Mais en plus, parce que je vois que les gens sont tellement endormis et picousés que ça ne ressemble plus à rien. Je comprends les abstentionnistes. Mais alors, je les comprends. J'ai eu un creux à un moment donné, comme je suis rentré voilà, dans l'UPR, machin, etc. Je me suis dit, allez, il faut redonner un coup de... C'est pas mort. L'UPR, c'est vraiment le dernier espoir. Mais non. Même si je fais partie des 206 ou des 106 000, je sais plus, très peu, quoi, qui ont voté un bulletin pour Asselineau, je comprends que, voilà, c'est peine perdue, en définitive. C'est peine perdue. Il n'y a plus rien à rattraper dans ce pays. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On arrivera bientôt en deuxième partie, on va constater tout ça. Donc voilà, donc on a Bellamy qui nous dit qu'il faut une alternance, alors que le mec est déjà de base dans le parti qui dirige un peu tout. Alors attendez, je sais pas ce qui se passe. Je vous laisse patienter un instant. Hop là, excusez-moi. Il y a eu un gros problème. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un là pour le service d'eau. Bref, on s'en fout. Alors, excusez-moi de petits imprévus. Alors du coup, il y a... j'essaierai de faire une coupure quand même, parce que ça va être insupportable. Ça fait un quart d'heure que je suis dehors là. Deuxième partie. Donc le constat de la démocratie dans ce pays, ce que disait Salim Laïbi, le libre penseur, etc., etc. Alors, déjà je vais commencer par un truc. Je vais aller me cultiver un peu sur des sites, je regardais un peu, voilà, l'européenne, etc. Tiens, les mairies RN, alors souvent on parle des mairies RN. J'avais vu qu'il y avait, alors il n'est pas au RN, mais c'était Ménard, là, Robert Ménard, le maire je crois que de Béziers, dans l'Hérault, 34. Il est affilié RN, il s'était lié avec eux, puis en fait il a jamais pris sa carte, c'est un ancien grand reporter, je crois. On le voit souvent sur les plateaux télé, et j'ai eu des clients au téléphone quand j'étais en CRC, en centre relationnel client, qui m'avaient parlé, je posais des questions à plein de monde, où j'essayais de m'intéresser vraiment à la politique locale, quand je tombais sur des gens cool, avec qui il y avait des manipulations un peu lentes à faire, vous savez, au téléphone. Et il y en a beaucoup qui me disaient, non, franchement, la ville est fleurie, les policiers, ils sont un peu plus armés, même les policiers municipaux, tout se passe bien, il y a eu des trucs qui ont été décidés au niveau local, et c'est pas mal. Donc moi je suis allé regarder tout ça, j'ai farfouillé et j'ai regardé la réalité, elle est un petit peu différente que celle que nous présente le RN. Effectivement, dans le Pontet, qui est une commune du Var, je crois, il y a dans le Gard aussi, il doit y avoir Beaucaire, donc il doit y avoir peut-être Hénin-Beaumont, dans le Nord, ou alors que c'est dans le Pas-de-Calais plutôt, ouais. Il y a quelques villes dirigées par le RN, anciennement FN. Je crois que le Pontet, ou Fréjus, je sais plus, c'est David Racheline, RN.
il y a eu les chiffres qui sont sortis en 2023 pour, vous savez, les vols, les effractions, les dégradations, les atteintes à la personne. Les dégradations publiques, par exemple, elles ont diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé des caméras. Donc les mecs, ils se font prendre la main dans la poche, enfin la main dans le sac, et ils reprennent pas ensuite. Vous avez des problèmes avec des gens qui par exemple, ils sortent de boîte de nuit, ils pètent des voitures, des trucs comme ça. Il y a plus de rondes, donc ils finissent par se faire coffrer. Par contre, ça n'a pas du tout, le fait que la mairie soit au RN, diminuer les violences à la personne. Et c'est normal, puisque la majorité des violences aux personnes qui sont faites dans ce pays et même dans le monde sont faites de manière intrafamiliale, c'est-à-dire chez vous, chez des gens. Hein, le mari qui tue sa femme, la femme qui assassine son mari, et tout ça, c'est pas dehors. Hein. Donc, la brutalité et la criminalité, elle a en définitive peu baissé, puisque il y a une sorte de je sais pas, de diabolisation globale, sociétale, qui fait que tout le monde commence à devenir fou, et les crimes ils se commettent de manière sous-jacente. Donc que la mairie soit RN ou pas, ça ne change rien. Le maire de Beaucaire, je me rappelle, il voulait faire absolument manger du cochon aux enfants tous les lundis. Merci pour les végétariens. D'accord? Merci pour les chrétiens maronites, merci pour les musulmans, merci pour les juifs, merci pour les végétaliens, les antispécistes, merci pour plein de monde en fait. Donc ces gens, la plupart du temps, tout ce qu'ils essayent de faire sous couvert de non, je donne à manger un aliment traditionnel français, un plat traditionnel français, en fait c'est des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Ils pensent vraiment ce qu'ils disent. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont atteints d'une sorte de mythomanie congénitale. Ils ne sont pas du tout des politiciens, parce qu'ils ne pensent pas en fait aux réalités publiques. Donc ça change rien au final. Donc je suis très partagé moi sur le RN. D'un côté, je trouve qu'ils prétendent des choses qui sont de très bon sens, vraiment. Hein. Serrer la vis, coffrer les délinquants, Marine Le Pen qui prétendait vouloir une peine prononcée égale une peine validée en fait par la justice, c'est-à-dire que le mec il va pas s'en tirer au bout de 4 mois de bonne conduite, il fait sa peine. Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens en fait dans le Rassemblement national, mais aussi beaucoup de travestissement des idées et surtout de mensonges auprès de leurs électeurs et de la France. Donc il y avait Madame Félicia Sideris qui nous a fait un papier sur le site de TF1 qui nous indiquait en fait tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui avait changé réellement en termes de grosso modo de violence. Alors il y a moins de dégradation, mais il y a plus de violence à la personne. Donc RN ou pas RN, je pense qu'il y a un côté globalisant en fait dans la France et dans le monde, de violence qui commence à monter, à monter, à monter. Et en plus de ça, vous avez le côté un peu comment dirais-je, vicieux des réseaux sociaux, des gens qui font du happy slapping et qui se filment, je sais pas moi, des atteintes sexuelles qui sont filmées, etc. Enfin, et du coup, tout ça, ça tire vraiment la civilisation et les civilisations vers le bas, quoi, tout le temps. Donc que le RN soit là ou pas là, ça ne change rien. Encore une fois, ils ont fait les 32% de Bardella, ils ont fait leur chou gras de deux manières. D'une, parce que les médias, en fait, les trouvent comme un très, 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 très bon partenaire du système, à savoir tout le temps valider les macronistes, les PS, Place Publique et les LR. Ces gens veulent conserver le pouvoir, en fait, ils n'en ont rien à foutre de vous. Hein. Ils sont une espèce de plots, là, qui veulent conserver le pouvoir, du coup, pour leur faire peur, c'est soit vous leur montrez des communistes, mais sauf que les communistes, ils se sont vachement adoucis avec le temps, c'était des idéalistes, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de dogmatisme là-dedans, donc ça fait peur à personne. Et puis, comme on a matraqué, on a eu de cesse que de matraquer l'Allemagne nazie, Hitler, machin, moi j'entends des gens qui disent Hitler, c'est Bardella, etc. Non, non. Et vous voulez savoir pourquoi je trouve que Hitler, c'est pas Bardella? Parce qu'en fait, ils ont tellement dévoyé le parti de Jacques Bompard et de Jean-Marie Le Pen, de Maigret, etc. Moi je me rappelle, en 95, Maigret qui avait créé le MNF, c'était vraiment des gens qui sont sortis de la ligne du Front National parce qu'ils la trouvaient déjà molle. Et donc si vous vous dites que Jean-Marie Le Pen, déjà, il trouvait ce mec mou, ça vous en dit long sur aujourd'hui, quand Jordan Bardella dit que non, Jean-Marie Le Pen, qu'il n'a d'ailleurs par ailleurs jamais connu, hein, c'est un petit jeune, de toute façon, c'est une erreur qu'il a fait, c'est condamnable, etc. En fait, ils font peau neuve depuis l'avènement de Marine Le Pen aux alentours de 2012, je crois, ou 2014, je sais plus quand. Il y avait encore, peut-être le seul qui n'a jamais compris qu'il se faisait prendre pour un idiot, c'était Bruno Gollnisch, quoi, le professeur de japonais de Lyon 2, qui est quelqu'un de très intelligent. Et quand il y a eu les élections internes au Front National, il y a eu, je crois, Bruno Gollnisch qui avait ramassé même pas 10% et Marine Le Pen qui avait ramassé l'intégralité des autres votes. Donc en fait, c'est une dynastie
qui changent au gré de l'électoralisme qu'ils veulent avoir. Voilà. Donc non, il n'y a rien de Hitler là-dedans. Voilà. Il n'y a rien de Hitler ou de nazi dans le RN aujourd'hui. Donc, il y a juste une flopée de menteurs. Hein. Julien Audoul, enfin, tous les autres. Alexandra Masson, là, qui est venue nous jouer du violon là, sur LCP hier soir. Alors elle, c'est pas possible. C'est pas possible. Les éléments de langage, les slogans, les machins, c'est horrible. Les Français ceci, les Français ont décidé cela. Non, les Français ils ont rien décidé du tout. Les médias ont décidé ceci, Madame Masson, qui avait un beau chasuble blanc, un beau chandail blanc, là, toute pomponnée. Faut s'accrocher, hein. Faut vraiment avoir l'âme chevillée au corps dans ce pays pour pouvoir éviter de balancer des paires de torgnoles, parce que c'est... Bon, bref. Alors là, je vais parler donc cette deuxième partie donc du constat de la démocratie en déperdition et de ce que disait Salim Laïbi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Salim Laïbi, c'est celui qu'on appelle le libre penseur. Pour moi, c'est une sorte de... Alors, lui, il dit qu'il ne l'est pas parce qu'il a énormément de... Il ne veut pas avoir honte, mais ça fait 20 ans qu'il se bat pour dénoncer des choses, un tas de choses, hein, et même traîner en justice des personnalités publiques. Il gagne pas souvent, il gagne souvent ses procès, il en perd quelques-uns. Souvent c'est des histoires pour des procès en diffamation, notamment avec Alain Soral, avec, je sais plus comment il s'appelle, ce fou furieux là, qui était gothique, comment il s'appelle, Morgan Priest, enfin tous les gens qui balancent des idioties, je crois qu'il y a eu aussi les mecs de la Tronchambier, enfin bon bref. Il s'est pris le chou avec tout le monde, et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a peur de personne ce type, hein. Le seul reproche que je lui ferais, parce que je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'un gros nounours, hein. Il fait ma taille, mais il fait 4 fois ma largeur. C'est un dentiste marseillais. Toujours, il est dans les manifestations pour défendre les opprimés. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un très bon fond. Moi, j'aime un peu moins quand il ramène souvent le sujet de la religion et de la tradition, en fait, dans son discours social. Je trouve que ça n'a pas trop sa place. Après, il défend son bout de gras, sa vision de la vie, c'est normal. L'Internet, c'est un peu ça. C'est une tribune pour chacun qui a envie de donner son avis, alors qu'on est des spécialistes en rien. Voilà, lui, c'est un dentiste, c'est pas un spécialiste en politique. Mais il connaît beaucoup la politique algérienne. Il est arrivé en France, il avait 17 ans. Ou 15 ans, je crois. Dans les années 90, il a fait son bac. Et puis, il est dentiste aujourd'hui. Donc, il s'est battu pour le Covid. Moi, je suis allé le voir en conférence. Il y avait des gens très intéressants et très intelligents que j'ai rencontrés. Des personnes qui ont perdu des jeunes enfants qui se sont fait vacciner Covid, boum, terminé. Voilà. Donc il a dénoncé des choses que la télé ne voulait pas dire, etc. Donc c'est pour moi une sorte de lanceur d'alerte. Et ça fait longtemps qu'il dit... Alors moi je vais vous dire, hein, j'ai connu Asselineau avec lui. J'ai connu l'UPR grâce à Salim Laïbi, les analyses de Salim Laïbi. Il s'est fait péter de YouTube entre 2019 et 2023, il avait plus de chaîne. Il a repris en 2023. À côté de ça, il continuait, mais sur d'autres réseaux comme Crowdbunker... Odyssée, etc. Il a toujours d'ailleurs des chaînes sur Odyssée, Crowdbunker, vous pouvez le retrouver, hein, le libre penseur LLP, Salim Laïbi. Il a une vision très fine de la politique et de la société en général. Lui, il est un peu pour les valeurs traditionnelles, etc. C'est marrant parce que je dis que moi je suis pas trop dans les trucs de tradition, mais encore une fois, c'est ça que moi je cultive chez moi, je ne changerai jamais. Vous pouvez ne pas m'aimer sur ça, mais c'est pas grave. Je veux me faire du mal avec des arguments adverses. Je veux... Si j'ai pas besoin de prendre quelque chose chez quelqu'un, je dis bah ça c'est à lui. Je lui laisse, c'est son précaré. Par contre, l'autre truc qu'il dit, ça m'intéresse. J'ai des amis qui me disent oui, mais moi je peux pas écouter ce type-là parce qu'il dit la moitié de choses intéressantes, mais l'autre moitié c'est de la merde. Ben moi je suis pas comme ça, moi justement. Moi s'il y a une personne qui dit 95% de merde et 5% de trucs très 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 intéressants, je vais quand même écouter cette personne-là. Parce que je considérerais qu'elle m'a enrichi d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le cas avec Salim Laïbi, je suis pas un adorateur, les religieux comprendront, on n'adore que Dieu, mais comme pour Asselineau, hein, c'est sur les mêmes choses que je le taille un peu, sur son côté un peu tradi, etc. Mais donc un jour, Salim Laïbi, vers 2016 ou 2015, parle de ce type-là. Je dis, François Asselineau, jamais entendu au bataillon, je vais regarder des vidéos et je fais, waouh, mais je veux un mec comme ça en président de la République, quoi. Je veux un mec qui a la tête sur les épaules, je veux un mec qui a de la culture, je veux un mec qui a des connaissances, je veux un mec qui sait maîtriser ses dossiers, puisqu'il a travaillé au pouvoir dans les cabinets finalement ministériels, sans avoir lui-même été une tête de décision, c'était un exécutant. Je veux un gars qui est sorti de HEC et de l'ENA, en major de promotion. Je veux un mec qui soit
un spécialiste des langues, de la francophonie, je veux un mec qui connaisse les religions, qui a lu plusieurs fois le Coran ou la Bible, je veux un mec qui effectivement a des parents de Bretons, mais de la Nièvre, mais aussi du Nord, je veux un mec qui soit issu d'une pluralité, je veux un mec qui a habité 6 mois au Japon, je veux un mec comme ça, président. Voilà. Je ne veux pas un Gabriel Attal, je ne veux pas un Bardella, je ne veux pas un Manuel Valls, je ne veux pas un François Hollande, je ne veux pas un Fabien Roussel, je ne veux pas un Marion Maréchal, je ne veux encore moins un Zemmour, je ne veux pas tous ces gens-là. Tous ces gens-là, en fait, qui sont complètement à côté de la plaque. Je suis désolé de vous le dire, ils ont peut-être des bons points, chacun d'entre eux, mais ils sont largués, mais alors d'une force, d'une force. Tous les gens que je vous ai cités, ce sont des idéologues. Asselineau n'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui expose des faits. Donc, Salim Laïbi présente ce gars-là, et moi je suis allé m'intéresser à lui. Et là, j'ai vu qu'au fur et à mesure des années, Salim Laïbi commençait à tailler Asselineau, comme ça a été le cas par Stéphane Edouard, qui était à l'UPR, qui a fini par quitter et à tailler Asselineau, etc., etc., etc. En fait, c'est devenu une espèce de mode de tailler Asselineau. Et donc, Salim Laïbi dit depuis quelques mois, oui, puis vous allez faire, on va voir la Vierge effarouchée François Asselineau qui va encore venir sur des plateaux télé, perdre son temps à dire qu'il n'est jamais invité, etc. C'est vrai, c'est un peu son défaut, il vient juste, on lui donne une tribune, et il a 5 minutes pour parler Asselineau, il prend 4 minutes 30 pour dire que c'est triste qu'il soit jamais invité. C'est un mec qui vieillit un peu, c'est un mec, je vous le dis une dernière fois, hein, j'essaierai de pas le redire. Vous allez voir que quand il va calange d'ici 20, 30, 40 ans, je lui souhaite une longue vie, d'ailleurs comme je souhaite une longue vie à vous tous, et même à Bardella, à Le Pen, à Zemmour, à tous mes adversaires, je leur souhaite une longue vie. Mais quand Asselineau va disparaître, il n'y aura plus d'UPR. Ça, je suis d'accord avec Salim Laïbi. Je pense que l'UPR sera, déjà que c'est un groupuscule, auquel je fais partie, il y aura encore moins... C'est pas possible. On ne peut pas atteindre le niveau d'Asselineau, ou alors une personne sur 1 million, il ne sera pas chez l'UPR, donc voilà, c'est pas possible. Donc là, c'était une chance. On est en train de la laisser passer, les gens s'en mordront les doigts. Vous allez voir que dans 30 ans, quand les gens se diront « Ah, c'est vrai qu'il y avait ce type-là, putain, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Vous allez vous en mordre les doigts. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. J'ai écouté des centaines d'heures politiques dans ce pays, que ce soit d'Asselineau ou d'autres personnes, de Florian Philippot, de Gérald Darmanin. Je fais exprès d'écouter des gens qui ne me plaisent pas comme des gens qui me plaisent, et à la fin, je taille un bilan, finalement. Je dresse un bilan, je me dis « Ok, ben non, c'est pas convaincant le reste. » Donc, Salim Laïbi l'avait dit, il dit, vous allez voir, moi, alors Salim Laïbi c'est un abstentionniste depuis 20 ans, il dit, pour moi le meilleur, bien entendu, parce qu'il survole tout le monde, c'est Asselineau, et il a raison, il m'a mis sur une bonne piste, mais il dit, moi, si vous voulez encore vous faire du mal à aller voter, allez-y, votez pour qui vous voulez, Asselineau, quelqu'un d'autre, et en fait il avait raison, il a une fois de plus prouvé que même si les gens se sont un peu plus réveillés encore au niveau des pourcentages de participation, c'est pas le pourcentage de participation qui détermine qui va gagner. Si vous n'allez pas voter, ça c'est moi qui vous le dis, c'est pas Salim Laïbi, si vous n'allez pas voter, s'il y a 2 personnes qui vont voter dans la France, un pour Bardella et un pour Ayé, eh ben vous serez quand même des perdants, parce que ce sera quand même eux qui prendront votre voix. Que vous alliez voter ou que vous n'alliez pas voter, si vous n'allez pas voter, vous allez toujours plus perdre encore. Donc moi, même si j'ai un peu une déculottée à me dire putain, c'est pas possible, quoi. Ça fait 10 ans qu'on parle du Frexit, ça monte partout, dans toutes les discussions maintenant, partout sur Internet. Les gens se rendent à l'évidence, l'Europe est une mafia, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Non, les médias ont tout fait avec les politiciens qui ont le pouvoir pour diviser les voix. Ils ont créé Kuzmanovic, ils ont créé Philippot, qui, quand il s'est cassé du RN, Asselineau avait dit, bah, venez chez nous, vous avez des thèses qui nous intéressent. Nous, on est le parti du Frexit. Qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard? Philippot défile chez Jean-Jacques Bourdin en disant qu'il est le seul maintenant à avoir créé un parti politique qui fait du Frexit. Ils ont tout fait pour diviser les voix du Frexit. Si on les compte cette année, on a 1,6% pour Asselineau, ou 1,06 je crois, 1,02 pour Philippot, ça nous fait déjà 2,08. Kuzmanovic, il a dû avoir 0,1%, 2,09, et donc avec la liste des communistes, l'alliance communiste réfractaire, là où je sais plus comment elle s'appelle, qui est aussi avec Ouaro, là, qui voulait sortir de l'Union Européenne, on arrive à 3%. Vous ajoutez Forteresse Europe et peut-être la France Libre là de Dieudonné et Lalanne, je crois que je suis même pas sûr qu'ils veulent sortir de l'Union Européenne, mais peut-être. On arrive, allez, grosso modo, en tirant le plus possible, on arrive pas loin de 3%, 3,5%. Moi, je pensais qu'Asselineau allait faire 3,5% tout seul. Donc, ils ont assassiné la démocratie dans ce pays. Maintenant, c'est sûr et certain. Je reprends les mots de Laïbi. Il dit que maintenant, l'Union Européenne et même l'Occident est une sorte de cadavre en décomposition.
Et les seuls mouvements qu'il fait, ce sont les vers à l'intérieur, purulents en fait, qui sont en train de bouffer les chairs et de faire des gaz. Donc vous avez l'Europe là qui se retourne. Voilà. Donc on fait partie de ça, donc je comprends les gens qui ne veulent pas voter, qui ne veulent pas apporter leur bulletin à qui que ce soit. Coucou Max d'ailleurs, mon pote anarque, qui veut plus faire partie de tout ça. Je le comprends aussi, fondamentalement. Moi j'ai une paix pour tout le monde en fait, hein. Je remercie les gens qui ont participé, je remercie les candidats, tous ceux-là, là, ils sont contents, les 81 qui vont pouvoir se payer des moules frites aux Champs-Élysées demain, ils vont fêter tout ça, puis ils vont vous dire qu'ils sont au travail, ils vont refaire la même chose. Bardella qui nous dit qu'il faut vraiment modifier la politique européenne à un niveau... et le mec, il a fait 47 amendements en 5 ans. Le mec, tout ce qui vient, c'est il fait 97% de présence pour les sessions de vote, il ne travaille pas, il fait autre chose. Voilà. Il crée du réseau, il est pro-lobby. Aye, j'en parle même pas. Là, je ne peux pas parler de Aye. Elle est inexistante. Une bonne femme que vous avez pris un peu comme Nathalie Loiseau qui vient de nulle part. Ces gens sont horribles. Il faut voir vraiment les dernières vidéos de Selim Laibi. Allez regarder le média training de... Non, c'est pas dans Laibi. Laibi, on a parlé. C'est une vidéo de la chaîne Legend. Legend, Legend, où ils ont envoyé deux journalistes inspecter les 3 derniers mois de campagne de quelques-uns des grands candidats, avec Hélène Touy du Parti Animaliste, pour regarder un peu comment ils fonctionnaient, voir ce qu'ils faisaient entre des meetings, entre des réunions de télé et tout. Et là, vous voyez Aye comment elle travaille, c'est comme Glucksmann, c'est une catastrophe. Elle se fait coacher, elle lit un texte, puis elle se fait coacher. Non, il faut que tu dises inflation, pas inflation. Pauvre pays. Pauvre France, pauvre Occident. Franchement, hein. Franchement. Encore une fois, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo avant, j'en avais fait une autre où je parlais de potes africains qui habitent dans le Sahel, et quand je leur raconte un peu ce qui se passe ici, je leur dépeins un peu l'environnement politique, politico-médiatique, celui qui a cours, ils hallucinent. C'est-à-dire, vous avez des gens qui habitent dans des pays qui sont dirigés par des juntes militaires qui hallucinent. Je dis ça, voilà, je vous laisse juste réfléchir avec ça. Pour vous montrer le niveau de pitrerie dans lequel on est. Donc, le constat de la démocratie et de la République, il est assez grave. Là, je regardais un mec de gauche que j'aime bien qui s'appelle Dofla, c'est un petit youtubeur qui gagne beaucoup d'argent d'ailleurs avec son Twitch, et il fait juste du commentaire d'actualité, lui. En fait, il a un accent un peu wesh, c'est un mec de Seine-Saint-Denis. Il est marrant comme tout, il a un bon fond. Mais malheureusement, il est pas trop au dossier, quoi. Il connaît pas, enfin, le moindre mot un peu difficile, il dit, les gars, vous savez pas ce que ça veut dire, ça. Enfin, voilà. Il fait du commentaire, il fait des milliers de vues. Je sais pas comment il fait, hein, franchement. Il y a des mecs dans son chat, ils savent même pas écrire français. Enfin, mais bon, ça gagne des milliers d'euros, c'est bien, c'est tombé pour lui. Mais il a ce côté très frontal et en fait, il fait pas de mauvais esprit. Il dit les gars, vous avez gagné en parlant du RN parce que lui il est plus LFI. Vous avez gagné, bravo les gars. Mais quand même les gars, je comprends pas parce que voilà, il pose des questions, il se met un petit peu comme ça en scène. Et j'aime bien parce que je me dis, si lui parle comme ça aux gens, ça se trouve il y a d'autres personnes autour de chez moi, dans la Cambrousse ou même dans les villes pas loin, qui ont les mêmes réflexions. Alors lui, il sacralise LFI. Bon, ok. Moi, je pense pas qu'aucun parti soit sacralisé. Même l'UPR. L'UPR, il faut juste lui donner sa chance de représentativité, c'est tout. Il est une voix de... Je pense, c'est pas 200 000 personnes. Comme il y a la moitié de la population qui ne se sont pas déplacés, j'imagine que non seulement les gens ne se sont pas assez déplacés pour lui, mais il n'y a pas que ça aussi. Je vais arriver sur le second point que je voulais traiter sur le dernier point. On va parler d'Asselineau aussi, puis on va faire le pont entre la partie 2 et 3. Il n'y a pas que ça, il y a un truc que Salim Laibi disait que je trouve assez vrai. C'est le suivant. Tant que vous n'avez pas, en tant que candidat ou de liste, une tribune médiatique qui vous fait des millions de personnes à 13h, où il y a tout le monde, hein, je ne sais pas si vous voyez, chez les gens, il y a la télé qui est allumée H24, et ils sont devant des chaînes de BFM, LCI, la 1, la France 2, France 3 régionale, ils sont sur des chaînes qui diffusent continuellement en fait la propagande médiatique, etc. Donc tant que vous n'êtes pas rentré, quand vous n'avez pas une entrée pour rentrer dans ce système-là, et que les gens ne voient pas votre ganache 20, 30, 40 fois par semaine à l'écran à 13h, le moment où ils sont réveillés, hein, pas comme on a vu là, une demi-semaine avant le début du scrutin, où vous aviez, après les grandes listes, vous aviez les 8 petits candidats. Et d'ailleurs, on parle même pas des ultra petits. Il n'y a que Asselineau qui a parlé des ultra petits. Il disait il y en a d'autres qui attendent dehors, pour bien indiquer là sur c'était sur TF1 ou LCI qu'ils n'étaient pas les seuls 8 autres. Il y en avait 38 des listes.
Euh, ben voilà, tant que vous n'avez pas enfin, une venue sur un journal public connu et qu'on vous colle comme ça à 23h, 23h30, on vous laisse chouïa 8 minutes pour parler entre Nathalie Arthaud qui s'énerve, genre la salle qui sait rien dire, qui est ah non, je ne réponds pas à votre question, madame. Ah, on a choisi une photo pour moi, je sais pas, je la trouve quelconque. C'était un cirque, mais alors un cirque. C'est simple, hein, les 4. Ah, les 5 avec Nathalie Arthaud, mais les 4 corrects sur les 8, ça a été François Asselineau, Philippot, Hélène Touy, qui a montré l'horreur que les animaux subissent même en Europe, et Larouturou, qui est pas mal. C'est un mec de gauche qui a vraiment un esprit clair, travaillé. Il s'appuie sur des faits, il s'énerve jamais. Larouturou, c'est quelqu'un de bien. Il a eu 0,2%. Voilà, il y a eu 1800 personnes qui ont voté pour lui. Il fallait imprimer le bulletin chez vous. Bon, bref. Ce pays me dégoûte. Ce pays me dégoûte. Cette Union européenne me dégoûte. J'espérais qu'il y ait au minimum un remboursement à 3% des frais de campagne. J'espérais qu'il allait avoir une représentation quelconque. La proportionnelle n'est pas votée, je pense qu'elle ne le sera jamais. On est dans une mafia organisée. Hein, c'est criminel. Hein, moi, je pense que c'est criminel. Donc, qu'est-ce qu'on pense d'Asselineau? Alors moi, j'ai pas écouté, je sais pas s'il a fait déjà un discours d'après-campagne. À mon avis, lui aussi doit avoir une sacrée gueule de bois. Il l'avait dit en 2019, je crois. Il s'était énervé assez fort. Il avait dit, écoutez, moi, on va pas. Alors, Asselineau, c'est ça qui est bien. Il essaie toujours de voir le verre à moitié plein. C'est ça que j'aime chez lui, alors que moi, c'est l'inverse. Je vois toujours le verre à moitié vide. Et il va chercher la petite circonscription. Vous savez, c'était pour les législatives, peut-être plus que pour les européennes. Il va chercher la toute petite circonscription où il a eu 1,3 en Seine-Saint-Denis, où vous avez vu, on a dépassé 1%. Et là, il s'appuie sur ça pour dire, mais voyez, le discours, il existe. Ça a pris chez des gens. Mais là, je pense que si on ne l'a pas entendu déjà à jour plus 1, alors peut-être qu'en ce moment où je parle, il est en train de faire une vidéo, je ne sais pas, je verrai. Je pense que ça va revenir comme en 2019, il va dire, écoutez, je pense que la France, juste les Français ne sont pas prêts à vouloir sortir du carcan. Il l'avait dit une fois, je pense qu'il s'en est voulu, mais parce qu'il est vraiment que c'est quelqu'un de très positif. Et il disait, je pense que là, c'est pas sûr que je me représente en tête de liste ou autre. Bon, il a continué, hein. Et je pense que comme il est en disponibilité, mais qu'il arrive bientôt en fin de carrière, là il a plus qu'un an à tirer avant d'arriver officiellement en retraite, il ne reviendra jamais à son poste d'inspecteur des finances, ni en directeur de banque ou quoi que ce soit. Je le rappelle, il pourrait gagner entre 150 000 et 200 000 euros par mois hors stock options. Donc qu'on ne vienne pas me dire, j'en ai entendu certains de mes connaissances, de mes amis, etc., qui m'ont dit « Oui, mais ton Asselineau, c'est le même, hein, c'est un électoraliste, c'est un mec qui veut juste gagner en popularité, c'est un populiste et tout. » Non. C'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est un gars, il s'est assis sur 200 000 balles par mois, parce qu'il peut très bien rentrer dans une grande banque ou un truc comme ça, un centre d'affaires, et avoir un salaire comme ça. Quand on a un niveau d'études comme le sien, on demande un salaire précis. Le mec, là, à l'UPR, il doit gagner 4 000, 5 000 balles par mois. Avec les contributions, vous savez, des donateurs, etc. C'est rien. Surtout quand vous savez qu'il habite à Paris, qu'il a 2 gosses en hautes études. Rien que son loyer, il doit être à 1005, 1008. Donc 5000, c'est pas grand-chose, en fait, hein, pour quelqu'un qui a non seulement un niveau d'études comme ça, mais en plus des responsabilités, et aussi un niveau de vie assez élevé, eu égard au fait qu'il ait eu pas mal de choses à faire dans sa vie et qui lui a donné un statut en fait social assez prestigieux. Donc qu'on ne vienne pas nous dire ensuite oui, Asselineau il fait comme les autres, il veut se faire connaître pour... Non, il est en train de perdre son temps là avec vous les amis. Il perd son temps avec nous, avec moi, avec les gens qu'il essaye d'éveiller pour leur dire écoutez, nous on veut vous rendre... Ça fait 17 ans qu'il fait ça, 18 ans. Donc voilà. Donc voilà. Ça a été d'ailleurs un des premiers qui se situait au-dessus du clivage droite-gauche, gauche-droite, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Donc c'est marrant, quoi. Tout le monde pompe les idées d'Asselineau, et puis après on vient nous dire que c'est Asselineau, etc., qui n'a pas la tête sur les épaules, qui est un électoraliste, c'est insupportable, hein, cette inversion des valeurs et des trucs, c'est fou. Donc, qu'est-ce que j'en pense pour Asselineau? Que c'est un peu la débâcle. Je sais pas trop quoi en penser.
Moi, je vais vous le dire comme je le pense, que ce soit l'UPR de mon département, où on voit chaque mois des nouveaux adhérents, chaque mois des nouveaux adhérents. Il y a une espèce de communion avec ces analyses qui tombent à pic à chaque fois. Je rappelle que l'intégralité de ce qu'Asselineau avait prévu, parce que c'est quelqu'un de posé, de réfléchi, il ne fait pas les choses rapidement, il réfléchit, il produit du contenu plus tard. Il ne réagit pas comme Philippot, vous savez, à brûle pour point, comme ça, et ensuite, ah désolé, je m'étais trompé. Non, il essaye quand même de travailler ce qu'il a à dire. Depuis que je le connais, depuis 2016, il n'y a pas un seul truc qu'il n'a pas dit. Que si on continue avec l'Union Européenne, l'euro, etc., ou qu'on continue avec les GOPE, le TFUE, il n'y a pas un seul truc qu'il n'a pas dit, qui ne s'est pas passé. Voilà, donc si vous voulez quelqu'un qui analyse correctement la situation, c'est bien Asselineau. Donc, qu'on ne vienne pas ensuite nous dire, oui, mais il n'est pas assez connu, mais on a dit aux gens, il n'y avait pas de vote utile, il y avait juste des votes de conviction. Donc vous voulez sortir de l'Union Européenne, vous voulez porter cette voie-là. Comme l'a dit Asselineau durant cette campagne, nous, à l'UPR, on vous porte quelque chose qui est, contrairement aux autres candidats, qui est égal et légal, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous promet, c'est juste de parler, de dénoncer en fait la mafia européiste, ce qui se passe derrière le Parlement européen, la Commission européenne, etc., la Cour européenne de justice. Tout ça, en fait, on va le dénoncer, toutes les choses, tous les fonctionnements en fait mafieux là-dedans, mais nous, on ne vous proposera pas, comme Bardella, Ayé ou je ne sais qui, des revalorisations de machin, d'arrêt de la directive truc, qui ne pourront pas faire parce que c'est pas dans leur possibilité. Voilà. Donc, encore une fois, ça a été le seul, ou parmi les, je vous dis 7 ou 8 seuls, qui ne vous a rien promis, qui n'aurait pas pu tenir. Donc les gens, dans leur grande majorité, on va dire dans leur... on est sur 9, donc quasiment 10%, on est sur quasiment 90% de la population n'ont pas entendu raison. Et ont préféré voter pour une sorte d'équipe de foot. Ah bah tiens, bientôt c'est les présidentielles d'ici 3 ans, on va mettre des billes là-dessus, on va voir ce qu'ils vont... Mais ils ne feront rien. C'est pour ça que moi, je commence vraiment, je tombe des nues, quoi. J'abandonnerai certainement pas l'UPR, tant qu'il y aura Asselineau, après, advienne que pourra, on verra ce qui se passe. Mais je mettrai mon vote dans un autre qui va porter le Frexit éventuellement. Si à un moment donné il décide de partir, parce que là je le comprendrai, là je pense qu'il en a marre. C'est-à-dire qu'il était au meilleur de sa forme dans les législatives, je crois, de 2018, là, 2017-2018. Et puis là, on a l'impression que quand bien même son discours prend énormément chez les jeunes et chez les gens qui sont connectés à Internet, la majorité des gens qui n'ont pas Internet et qui ne font que de regarder la télé, et ensuite en famille, ça se répartit comme ça, c'est comme une maladie en fait, eh bien, ne prennent pas en considération ce qu'Asselineau dit. Pourtant, c'est quelqu'un de posé. Moi, je considère avoir reçu une éducation relativement correcte au niveau du savoir à l'écoute. Je pèse le pour et le contre, j'écoute ce que les gens ont à dire, dans le cadre légal, parce que souvent les gens se trompent. Quand ils vont voter pour LFI communiste ou Marion Maréchal qui leur dit qu'on va revaloriser de 400 € le SMIC, ou mettre un mur anti-migrants ou je sais pas quoi, ce n'est pas dans les possibilités d'un parlementaire européen. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Il y a un truc de fou. Même quelques voix, vous avez pas pu lui filer pour qu'il puisse aller porter en fait la voix des Frexiteurs. Tant pis pour vous. Donc, alors maintenant je vais conclure, parce que ça fait trop long, là, ça fait 1h20. J'ai déjà d'ailleurs donné des éléments de réponse de ce que j'allais faire dans les prochains jours, et même dans les prochaines années. Je continuerai avec l'UPR, parce que c'est le seul parti valable à mon sens, qui ensuite permettra à la France de récupérer sa souveraineté dans le sens où elle pourra décider quelles sont les politiques qu'elle désire mener hors de l'Union européenne, qui est un carcan. Tant qu'il n'y a pas cette clé de l'article 68, de l'article 80, pardon, de la Constitution française, puis de l'article 50 de la Constitution, du TFUE, du TUE, pardon, et bien pour sortir de l'Union Européenne et de facto donc de l'euro, puis de l'OTAN, parce que l'OTAN, vous pouvez le dénoncer, il faut envoyer une lettre à Washington, ce qui vous prouve qu'on est quand même pieds et poings liés à des organismes extra-nationaux qui n'ont normalement pas le droit de citer, en fait, dans un pays qui est complètement souverain de son propre gré. Tant que les gens n'auront pas compris ça, bah moi j'ai vraiment envie de devenir apatride, j'ai envie de déchirer ma carte d'identité française.
Parce que je ne supporte plus ce pays, en fait. Je ne le supporte plus. Je ne supporte plus les gens qui votent comme des benets pour des listes, les mecs qui sont Bardella, 30 sièges, Besoin d'Europe, Nathalie Eric, 13 sièges. 13 sièges pour nous parler du plan Jacques Delors ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Des mots. En fait, ils ont un truc particulier, tous ces gens-là. C'est que contrairement à Asselineau, ils vont vous faire une phrase, ou 2 phrases, ou 3 phrases. Ils vont parler pendant un quart d'heure et à la fin, vous vous direz merde, ils m'ont dit quoi en fait? C'est normal, c'est du pipotron. Vous savez, il y a un logiciel que vous pouvez trouver sur internet en ligne, vous tapez pipotron, vous prenez des phrases, c'est comme si vous lancez un dé, ça vous sort des phrases random, un peu comme dans l'atelier de désintoxication de langue de bois de Franck Lepage, et ça vous dit en fait une phrase complètement politicienne que n'importe qui est capable de sortir dans ces élections, sauf Asselineau, parce qu'Asselineau il vous donne des informations. En fait, il vous présente des faits, il les analyse. Mais les autres, c'est, eh bien, encore aujourd'hui, une fois de plus, la société civile, avec le dialogue social, nous ont permis d'accéder à un réseau d'influence. Enfin, c'est du verbiage qui ne veut rien dire. Je pense qu'il y a vraiment derrière tout ça, en conclusion, hein, toujours, une sorte d'ingénierie sociale très poussée qui a usurpé la démocratie à la France, et surtout aux Français. Donc, je pense que finalement, les Français ne méritent que ce qu'ils ont. Voilà. Je ne peux pas dire mieux que ça. Les Français, j'en fais partie, ne méritent que ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'effort pour aller voter pour les 8 listes que j'avais trouvées moi à titre perso, et j'avais détaillé pourquoi je les trouvais intéressantes, plus valables par rapport à rien que leur profession de foi. Après, je ne sais pas si mais de toute façon, dans le détail, il y a beaucoup de partis, ils ont quasiment rien, c'est vide. Hein. Il faut que je me sorte du crâne, Cad, sors-toi du crâne que tous les partis ne sont pas aussi travaillés que l'UPR. Cad, sors-toi du crâne que tous les partis ne sont pas aussi travaillés que l'UPR. Mea culpa, mea maxima culpa, moi aussi je suis rentré dans ce jeu-là, de penser que c'est parce que j'avais compris quelque chose, que j'ai eu des portes qui se sont ouvertes sur un monde de vérité et d'analyse juste, correcte, précise, vraiment au scalpel, que l'intégralité de la population, ou en tout cas une grande partie, avait compris ça en même temps que moi. Le père lui-même, le père de Salim Laibi, lui aurait dit quand il avait 14 ans ou 15 ans, quand il est arrivé en France, il lui a dit « Salim, essaye de retirer ta tête de ton crâne que les gens pensent comme toi. » Ça, je me rappelle pas si moi mon propre père me l'a dit, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle phrase. Donc, moi je vous ai exposé mon point de vue, un petit peu, voilà, à froid depuis cette nuit où il y a eu les résultats. De toute façon, je ne m'attendais rien de spécial à cette élection. Je pense que c'est juste une vitrine pour ce qu'on va avoir à subir pendant les prochaines municipales et les prochaines présidentielles. Et ensuite, je voudrais faire une ouverture sur cette fin de vidéo pour parler de la dissolution de Macron. Enfin, la dissolution de l'Assemblée nationale Macron, qui est un pouvoir, comme vous le savez, inhérent au chef d'État en France, depuis la Ve République, peut dissoudre l'Assemblée. C'est immédiat. Ensuite, il fait, je crois, des nouvelles élections entre 20 et 40 jours. Donc là, c'est super. Et ça tombe pile au début des vacances scolaires. Donc, il est sûr que tous les actifs, tous les gens qui sont un peu sur les internets, tous les gens qui veulent voter pour des gens différents de toute leur caste politique mafieuse, ne seront plus là. Ils seront, je sais pas, à Saint-Tropez, aux Seychelles, j'en sais rien où ils seront. Ils seront ailleurs que chez eux. Ils seront Valérie ailleurs que chez eux. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que, une fois de plus, il n'y a que les vioques de plus de 60-70 ans qui seront là et qui seront chez eux et qui vont venir, ou alors ils vont faire une procuration. Parce que eux, vous inquiétez pas qu'ils vont pas louper... ils vont pas louper de voter pour leur député favori. Ma mère m'a dit un truc très intéressant quand j'ai détaillé un peu... c'était la journée des élections hier. Elle m'a dit, tu sais... Ma mère, c'est une ancienne prof d'histoire du droit romain, etc. Elle a fait beaucoup de recherches dans les archives. Elle passait des mois, des années entières à détailler, en fait, C'était une chercheuse. Et elle m'a dit, tu sais, en France, même s'il y a eu un arrêt de la religion, etc., avec, je sais plus, c'était 1905, ou 1901, je confonds toujours avec les lois, vous savez, 1905, etc. Elle m'a dit, dans l'esprit des gens, surtout il y a des départements plus
plus catho que d'autres, etc. Dans l'esprit des gens, il y a toujours cette espèce de pouvoir suprême qui décide, et donc les gens doivent donner une avalisation en fait au pouvoir. C'est très intéressant ce qu'elle m'a expliqué, j'avais jamais pensé à ça. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas dans des partis politiques qui parlent de ça, mais même si chacun défend son bout de gras, ce qui est tout à fait normal, elle m'a dit, les gens en général, après, même s'ils ont prétendu qu'ils allaient, par exemple, être un peu réfractaires, qu'ils vont pas voter pour ci ou ça, des fois, quand ils sont seuls dans l'isoloir, ils vont finalement adouber Macron, ou adouber Bardella, parce que c'est kiff bourricot, hein. Marine Le Pen, Macron, c'est, voilà, on a bien compris qu'il n'y avait pas plusieurs vues. Donc, Macron dissout l'Assemblée nationale, il a pris au rebond, je dirais, la balle que Jordan Bardella avait envoyée quelques minutes avant, mais faut pas qu'on nous fasse croire ça. C'était déjà décidé avant, peut-être même qu'ils se sont passés des coups de fil entre eux, vous savez quoi, si vous passez, vas-y, je vous fais un. Donc quelque part, initialement je me suis dit, oh, c'est la première fois que Macron donne un sursaut démocratique à son pays. C'est presque comme s'il donnait un référendum. Et vous allez voir qu'avant 2027, il va sûrement faire un référendum. J'en suis persuadé. D'ailleurs, il l'a dit, comme une espèce de faux chrétien qu'il est, il a dit... je considère que la France ne doit pas avancer avec des œillères et qu'elle doit être maître de son destin. Donc je décide de dissoudre l'Assemblée. On va remettre les cartes sur table. Et tout d'un coup, je me suis dit, oh, on n'est pas dans un multivers, c'est vraiment Macron qui a dit ça. Et en fait, il m'a pas fallu 2 secondes pour que je retombe un petit peu de mon piédestal, ou en tout cas de ma surprise, et que je me suis dit, non, d'accord, c'est encore une manœuvre politicienne, j'ai compris. En faisant ça, il l'a dit lui-même, il a expliqué, ce qu'on ne fait jamais en charité d'ailleurs. Hein. On ne fait jamais ça en charité chrétienne ou d'ailleurs islamique ou quoi ce que vous voulez. Il a dit oui, parce que moi je n'ai rien à défendre personnellement en 2027, c'est normal. Il va sûrement finir son mandat et il ne pourra pas officiellement ensuite le reprendre. Donc, parce qu'il en aurait fait 2. Donc en faisant ça, il se redore le blason, c'est-à-dire les gens vont dire waouh, en fait, regardez, notre président, durant ses 2 mandats, il nous a quand même demandé, enfin, il leur fait une législative alors qu'il n'était pas obligé, puis peut-être, là je vous dis, c'est quasiment sûr qu'il va faire un référendum, je ne sais pas sur quel sujet, peut-être la Palestine d'ici 3 ans. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, parce que tout ça, c'est du populisme, encore une fois. C'est bizarre, parce qu'il nous dit ça maintenant, le France doit être maître de son destin, on va remettre carte sur table, et qu'est-ce qu'il a dit pour le grand débat, alors que c'était le seul à aller parler avec des maires de France pendant les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il a dit durant les Gilets jaunes? Il a tiré sur des gens. Qu'est-ce qu'il a dit durant le Covid? Il n'a pas laissé les gens s'exprimer, etc., etc. Donc encore une fois, on voit que c'est une mesure complètement populiste, et puis surtout, il est en train, en faisant ça, de créer peut-être la cohabitation. On n'est pas loin d'une Marine Le Pen qui pourrait se proposer à être première ministre. Et on a vu ce que ça avait donné avec Lionel Jospin et Jacques Chirac, quoi. Il y a de ça 20 ans, un peu plus maintenant. Donc en fait, là, je pense qu'il joue avec le feu. Je pense que s'il fait ça, c'est pour envoyer une dernière crotte de nez à LFI. Ils veulent vraiment enterrer LFI. C'est-à-dire qu'ils veulent plus de gauche. Glucksmann, ils sont alliés aux centristes, etc. Donc c'est Bayrou, c'est pas la gauche, c'est ni la droite, c'est la Macronie, Glucksmann aussi, voilà. Donc même s'ils ont eu 15% Glucksmann, c'est pas eux qui lui font peur, eux c'est des agents de l'étranger, c'est des lobbyistes, ils peuvent les acheter comme ils veulent. Par contre la LFI, eux, ils peuvent pas être vraiment achetés. C'est des gens qui ont un peu plus de conviction. C'est des gens qui ont un poids au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, en redistribuant les cartes comme ça, en refaisant des législatives, en dissolvant l'Assemblée nationale, vu la débâcle, il y a eu des sièges, il y a eu plus 4 sièges apparemment, si je comprends, mais en tout cas, ça c'est au niveau du Parlement européen, au niveau du Parlement français, ce sera peut-être pas le cas, parce qu'ils analysent tout ça dans les cabinets ministériels au ministère de la Défense, ils analysent les opinions, etc., etc. Ils sont en train de diaboliser, vous avez vu, il y a eu Braun-Pivet qui colle des amendes forfaitaires à Sébastien Delogu qui a brandi un drapeau palestinien, soi-disant qu'il n'avait pas le droit de porter n'importe quel drapeau autre que celui de la France dans l'Assemblée nationale, mais eux, t'inquiète pas qu'ils mettent des drapeaux européens un peu partout. Il y a Braun-Pivet, on l'a vu avec un pins de l'Israël génocidaire sur elle. On a vu l'autre, là, Gérard Larcher, qui se drapait au Sénat avec un drapeau ukrainien. Donc à un moment donné, le 2 poids 2 mesures, voilà, pas de problème, c'est toujours pareil, sans parler de la mairie de Nice qui hisse aussi le drapeau génocidaire. Bref. Donc c'est que ça ce pays, c'est que ça. Donc là ils veulent espérer en fait que LFI perde des places. Pourquoi? Parce que là ils sont beaucoup, je crois qu'ils sont une trentaine, hein, LFI au Parlement français.
il se dit, Macron, en dissolvant, si les gens qui ont voté LFI votent à hauteur d'être les quatrièmes, mais avec peu de voix comme ça, peut-être qu'ils vont perdre des voix. Donc il y aura peut-être moins de parlementaires et d'élus LFI aux prochaines législatives, donc qui se finissent. Donc il y a le 30 juin et le deuxième tour, c'est le 7 juillet 2024. Donc il veut faire ça. Et voilà, faire une alliance avec les centristes qui va grossir son groupe et surtout laisser la place à Bardella. Ils ont déjà 88 députés à l'Assemblée nationale. Là, avec les 32%, ça va... Ouais, ils vont encore en gagner. Ils vont être à 100 et quelques députés. Il y aura peut-être... Front National va peut-être... Il faut vous apprêter à ça, les amis. Hein. Ça va peut-être être un tiers ou la moitié du Parlement français, ou pas loin. Donc voilà, Macron qui a encore continué à contribuer à l'écartèlement en fait de ce pays démocratiquement. Donc ce qui je pensais être une bonne mesure, et pour une fois je me suis dit putain, Macron a fait un truc qui est légal et qui est bien senti et que les gens voilà, mais non, c'est tout, il a toujours un intérêt derrière, semer la discorde et la zizanie. Donc voilà, je pense que j'ai trop parlé, ça ne sert à rien de toute façon tout ça. Il y a un impact global au niveau du Parlement français à cause de la dissolution. Donc c'est pas pas important que ça quand même. On verra ce que ça va être. Je ne pourrai pas aller en festival cet été comme je n'ai plus un seul sou. Donc malheureusement, moi j'ai pas d'accred, viens nous faire des vidéos, des machins. Donc je ne pourrai pas y aller. Donc je me morfondrai chez moi et j'irai, je pense, à un tournoi de jeux de cartes qui était prévu depuis assez longtemps. Et en parallèle, j'irai voter. Je donnerai ma procuration au pire si je suis pas là. Mais très sincèrement, s'il n'y a pas Asselineau et l'UPR, parce que ça va être sûrement le cas, je ne sais pas pour qui je voterai pour les législatives. Ça me fatigue en fait. Ça me fatigue que la voie la plus sereine, la plus franche, la plus indémontable, argumentairement parlant, la plus... oui, la plus argumentée tout simplement, n'est pas ne serait-ce qu'un seul député pour la défendre. C'est horrible. Quand je pense là avoir vu, vous savez, dans les 38 listes, il y en a à peu près 29 ou 28 qui ont eu, ou 27 peut-être, qui ont eu entre 1% et 0%. Il y a la liste du frère d'Adama Traoré là, qui a eu 700 voix, il y a marqué 0,0. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui est capable ou Free Palestine, pareil, ça a eu du 0,1 parce qu'ils ont fait 1003 votes peut-être. Dans ce pays, ils sont capables de vous dire que vous êtes inexistant en tant qu'individu tant que vous n'êtes pas 1000. Mais bordel, l'UPR ou Philippot avec Poisson, là, via le peuple et compagnie, c'est bien plus de 1000. Il y a eu 100 000 personnes ou 200 000, je sais plus. Enfin, je comprends pas. C'est aussi peu de gens, 100 000 personnes. Ça fait la taille d'une ville moyenne en France. C'est pas peu de gens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait? Bon bref, je tombe des nues, mais c'était déjà prévu dans ma tête. Hein. Je vais vous laisser sur ça, j'ai d'autres chats à fouetter maintenant, j'ai une vidéo à refaire aussi sur 2-3 autres trucs. Bref, je vous laisse tranquillou. Merci d'avoir regardé cette vidéo par bout ou jusqu'au bout, comme je sais pas ce que vous aurez fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, à bientôt pour des nouveaux vlogs ou du blabla musical ou de jeux de société. Allez, ciao ciao!